Bienvenue à tous. Notre invité aujourd'hui est l'honorable Abdoulaye Ben Meïté, député élu des Kani, membre du bureau de l'Assemblée nationale des Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi avocat. Honorable, bienvenue à vous. Merci. Aujourd'hui, ce lundi même, vous partez à la Cour africaine des droits de l'homme. Quelle est la raison de ce voyage? Effectivement, nous sommes en route pour Arusha, en Tanzanie, dans le cadre du litige, en tant qu'avocat, dans le cadre du litige qui oppose l'État de Côte d'Ivoire à M. Guillaume Kigbafori Soro, M. Maurice Kakougikayue et des confrères Suibi Goré du PDCI et Kwame Patrice du PDCI député. Donc, après la prise de la loi portant commission électorale indépendante, les surnommés ont estimé que cette loi n'était pas conforme aux exigences indues de l'arrêt qui avait été pris par la Cour africaine des droits de l'homme à l'époque, qui demandait à la Côte d'Ivoire d'équilibrer sa commission électorale indépendante, en dépit des efforts qui ont été consentis par l'État de Côte d'Ivoire, en dépit du dialogue inclusif qui a été initié par M. le Président de la République de Côte d'Ivoire sous l'égide de son Premier ministre. Ces partis d'opposition avaient estimé qu'il fallait boycotter ces assises pour des prétextes, de mon point de vue, ô combien fallacieux, et qui s'étaient abstenus de participer aux travaux. Ils avaient cru devoir donc saisir la Cour africaine des droits de l'homme pour demander à cette Cour d'ordonner à la Côte d'Ivoire de modifier sa loi. Et à travers cette saisine portant modification sollicitée, ils avaient en même temps demandé à la Cour de suspendre la loi, d'ordonner à la Côte d'Ivoire la suspension de la loi jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige, de la contestation. Bien naturellement, nous avons assuré avec mes confrères que je salue au passage, Maître Samassi Mamadou, Maître Mamadou Koné, Maître Gueux Patrice et moi-même, avons assuré donc les intérêts, du moins la défense des intérêts de l'État de Côte d'Ivoire. Et les requérants avaient été déboutés en cette demande de mesures provisoires. Il s'agira donc pour nous d'aller croiser le fer avec ces demandeurs dans le cadre du fond de la contestation. Donc l'audience se tiendra le 12 prochain à Arusha en Tanzanie. À cette heure-là, est-ce que vous êtes confiant? Bien entendu, parce que je crois que je me demande pourquoi cette action. Et je vais même à me demander qu'est-ce qui inspire cette action. Est-ce que la volonté des demandeurs est réellement consiste à parvenir à cette finalité qui est exprimée devant la Cour? Ou alors c'est une action à l'effet pour des intérêts médiatiques, de publicité, pour des raisons de discrédit, jeter le discrédit effectivement sur le régime en place. Mais je pense qu'il faut être sérieux. Nous n'avons pas de raison de croire que la Cour peut suivre ces demandeurs dans de telles requêtes, sinon de telles demandes, de mon point de vue fantaisiste. Le président de la République a déjà suffisamment fait. Il a tout fait, il a tout donné. Sa volonté affichée de créer un cadre électoral, une commission électorale exemplaire, est affichée. J'en ai pour preuve, vous le voyez récemment même. Il a encore poussé les efforts jusqu'à prendre une ordonnance portant modification de cette même loi, pour permettre à cette même opposition qui avait boycotté les travaux de prendre sa place. Je parle du PDCI. PDCI, dont quelques dirigeants, ou du moins quelques membres, sont aussi également demandeurs à cette instance-là. Donc nous partons naturellement confiants. Le 5 mars dernier, à Yamoussoukro, devant le Parlement réuni, le président Ouattara a annoncé qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle du pays. Est-ce que le président Ouattara avait le choix à pas partir? Certains de ses proches avaient dit à l'époque qu'il ne sera pas candidat. Vous savez, ce qui est intéressant,
L'un des caractères de la règle du droit, c'est sa dimension interprétative. Dans la Constitution de Côte d'Ivoire, ce qui est inscrit, la Constitution actuelle, qui a été votée en 2016, qui consacre donc la Troisième République. Il est inscrit que le président de la République est élu pour 2 mandats. On est bien d'accord. Il est aussi constant que, à travers la prise de cette nouvelle constitution, l'ancienne constitution ne continue plus de régir la République de Côte d'Ivoire. C'est une vérité. Il y a des gens, du moins des personnalités qui avaient estimé de leur interprétation que le président ne pouvait pas être candidat. C'était une personnalité même proche de notre parti politique qui avait en ce moment fait cette interprétation-là, mais que je n'épouse pas. Par honnêteté intellectuelle, je voudrais donner ma lecture pour dire que ceux qui ont estimé, et je voudrais même m'adresser aux détracteurs, les gens de notre bord qui avaient estimé, c'était une erreur d'interprétation de mon point de vue, mais de bonne foi. Contrairement à ceux des opposants qui avaient cru pouvoir tirer avantage de cette interprétation de bonne foi pour parvenir à leur fin lugubre. Qu'ont-ils dit, ces détracteurs? Selon eux, l'article 183 de la Constitution disposerait que la législation en vigueur, après la prise de cette nouvelle Constitution, continuerait de régir, du moins continue de régir la République. Je pense que pour ceux qui prennent prétexte de cette disposition, je suis désolé, mais ils n'auront pas compris. Le législateur n'aura pas compris le constituant. De quelle législation il s'agit? Sauf à rappeler que la Constitution est la norme supérieure. Les lois, les règlements, les circulaires, les notes de service, tous ces textes doivent être conformes à la Constitution. Donc la législation antérieure, il ne peut donc pas s'agir de la Constitution. En d'autres termes, toutes les lois qui existent doivent continuer de régir la Côte d'Ivoire dès lors qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution qui vient d'être prise. A contrario, lorsqu'il existe une disposition légale, réglementaire, qui prend à contre-pied la Constitution qui vient d'être votée, cette loi-là ne peut pas être appliquée. Donc, en réalité, il ne s'agissait pas des normes constitutionnelles antérieures, mais plutôt de la législation en vigueur en termes de lois et de règlements et consorts. Donc voilà, je pense que à travers cette nouvelle République qui a vu le jour à travers la nouvelle Constitution, le président de la République de Côte d'Ivoire était bel et bien éligible. Je vais même plus loin. Je vais même plus loin pour dire que, en tout état de cause, il n'appartient pas à un individu de décider de l'éligibilité d'un autre individu. La Côte d'Ivoire est une république. La Côte d'Ivoire a des institutions. Il y a des institutions qui sont dotées d'attributions qui, elles seules, ont pouvoir de décision quant à l'éligibilité ou non d'une personne. Mais c'est en dépit de ce que ces institutions n'ont pas encore été saisies. Alors même que le droit pour lui de se porter candidat, il a encore le droit de se porter candidat. Vous avez vu remarquer qu'il y a des gens même qui parcourent les pays sur les réseaux sociaux qui se déclarent candidats alors même qu'ils n'ont même pas encore fait acte de candidature. Alors même que le président de la République dispose du droit de faire acte de candidature par élégance, par cohérence, par grandeur. Il décide de façon discrétionnaire de ne pas compétir. Pour moi, c'est à saluer.
Alors, un vice-président nommé avec l'accord du Parlement au lieu d'être élu, la continuité parlementaire en cas d'impossibilité d'organiser des élections parlementaires dans les délais prescrits par la Constitution ivoirienne et consacrer la Cour de cassation et le Conseil d'État comme des institutions de la République au même titre que la Cour suprême. Relativement au vice-président, vous avez dû remarquer que le vice-président actuel, son Excellence Daniel Kablan-Duncan, a été désigné dans les mêmes termes, selon les mêmes modalités. Oui. De quoi s'agit-il? Le président a proposé le vice-président, dont la désignation a été entérinée par le Parlement. C'est quoi le Parlement? C'est le même bateau qui frappe, sauf qu'on en a raccourci le manche. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a donné acte au président de la République de son choix. Donc, qui a entériné le choix. Pour moi, il faut adapter nos réalités institutionnelles à nos réalités sociologiques. Le président, en le faisant, il a créé quelque chose de nouveau. On n'est pas obligé de copier l'Occident en tout. On doit pouvoir créer nos dispositifs légaux en tenant compte de notre environnement ivoirien. C'est ce que le président a fait. Mais finalement, qu'est-ce que ça change? Mais ça ne change rien du tout. Pour moi, ça ne change pas. En fait, sous réserve effectivement de lecture beaucoup plus sereine des dispositions dont le changement est sollicité. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes qu'au stade de projet de loi. Donc, je ne pense pas qu'à ce stade-là, on puisse quand même épiloguer sur les dispositions qui ont changé. Je pense qu'en temps opportun, lorsque les dispositions auront effectivement changé, on pourrait... Parce que là, le Parlement est saisi, le Parlement appréciera, avisera. On ne sait jamais. Il peut y avoir aussi d'autres changements qui peuvent arriver. Voilà. 3 ans après l'adoption d'une nouvelle constitution, en quoi est-ce qu'il était important qu'on fasse une modification pour la continuité parlementaire en cas d'impossibilité d'organiser des élections législatives dans les délais prescrits par la Constitution? Alors, je tenais à féliciter le président de la République pour cette vision. Rappelez-vous que l'avènement du président Laurent Gbagbo, lorsque le Parlement était arrivé en fin de mandat, il n'y avait aucune disposition qui pouvait permettre effectivement à ce Parlement de continuer d'exister. Mais la loi doit anticiper. Qu'adviendra-t-il lorsque, après le mois d'octobre, après l'élection présidentielle, pour diverses raisons, alors même que les députés doivent être élus courant au mois de décembre, que cette élection ne puisse se tenir pour diverses raisons? Qu'est-ce qui va arriver? D'où ces députés tireront leur légitimité? Qu'est-ce qui leur permettra de continuer d'exercer leur activité parlementaire? Il ne faut pas justement attendre que le problème arrive, il faut anticiper. Et je pense que cette continuité législative, c'est exceptionnel. Mais est-ce qu'il n'y a pas un piège, puisque le chef de l'État lui-même il dit qu'il n'y aura rien en 2020? Non, est-ce que la Constitution actuelle est prise pour 2020? Je vous rappelle que la Constitution américaine existe depuis 1789. Elle a suivi environ 27 amendements. Mais je pense que justement, il s'agit de créer les conditions pour que, dans tous les cas, qu'on se prépare à toute éventualité, que ce soit en 2020, que ce soit en 2040, que ce soit en 2060. Donc ce n'est pas une constitution qui est taillée pour 2020. Il faut voir la constitution comme étant le socle d'une république. Elle doit continuer de s'améliorer en fonction des circonstances. Dans ces aménagements techniques, le président de la République propose la suppression de la Cour suprême. Pourquoi supprimer la Cour suprême quand on veut un État plus fort? Ben non. Vous voyez, lorsque la loi sur la Cour suprême est arrivée au Parlement, je vous fais une confidence, je m'étais posé la question, et je n'ai pas manqué de poser cette question à M. le garde des Sceaux, qui était l'émissaire du président de la République. Je m'expliquais mal le maintien de la Cour suprême, à partir du moment où
toutes les chambres la composant avaient acquis une certaine notoriété, une certaine autonomie. Il n'y a pas de la Cour de cassation, la mise en place de la Cour de cassation, la mise en place du Conseil d'État, la Cour des comptes. Donc je pense que voici les socles sur lesquels s'appuie la Cour suprême. Donc quand vous regardez un peu les attributions de la Cour suprême, en réalité, il n'y a rien dedans. Pour moi, la suppression de la Cour suprême est une conséquence logique de l'autonomisation, effectivement, de ces différentes juridictions-là. La Cour de cassation, la Cour de comptes, et puis le Conseil d'État. Je pense que voilà, c'est une conséquence logique. Voilà. On supprime la Cour suprême, mais on attend toujours la mise en place de la Haute Cour de justice. Non, vous savez, il ne faut pas faire de mélange de gens. La Cour suprême n'est pas supprimée. Avant, c'est quoi la Cour suprême? Vous avez la Cour suprême, à l'intérieur de la Cour suprême, vous avez la chambre judiciaire, vous avez la chambre administrative, vous avez la chambre des comptes. Voici, c'est tout ça qui formait la Cour suprême. Alors c'est ainsi que le président de la République a estimé qu'il fallait donner une autonomie à ces différentes juridictions. On a créé la Cour des comptes, on a créé le Conseil d'État, on a créé la Cour de cassation. Donc vous voyez que la Cour suprême est vidée de son contenu. Parce que les juridictions, les juridictions suprêmes deviennent automatiquement la Cour suprême, mais les matières sont spécifiques. En matière de recours pour excès de pouvoir, avant c'était la chambre administrative, la Cour suprême, maintenant c'est le Conseil d'État. Comme en France. Avant, c'était la chambre judiciaire qui connaissait des recours en cassation contre les décisions rendues par les tribunaux, les tribunaux et les différents cours d'appel. Maintenant, ce n'est pas la chambre administrative, du moins ce n'est pas la chambre judiciaire. Maintenant, c'est la Cour de cassation. Vous voyez? Donc la Cour suprême a été vidée de sa substance, sauf que le noyau qui constituait n'a pas de raison d'exister. C'est une conséquence logique du fait que ces différentes chambres, devenues maintenant cours à travers leur autonomie, méritent que la Cour suprême effectivement n'existe plus. Mais quel est l'avantage pour l'État de Côte d'Ivoire? C'est davantage de visibilité. C'est créer des institutions qui peuvent jouer un rôle. C'est de ne pas faire du remplissage institutionnel. Je pense que c'est à saluer. Comment prendre le transfert du pouvoir à une nouvelle génération? Ah, mais quelle Comment élégance. comprendre? Mais quelle élégance. Vous savez, les générations se succèdent. On ne peut pas arrêter le temps. Et le président de la République vient de démontrer qu'il était un grand homme. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs générations. Houphouët-Boigny, l'ancien président, a eu ses compagnons. Il y a Philippe Grégoire, Ekra Mathieu et autres. Ils ont fait leur temps. Et il y a même des gens qui ont été à cheval entre ce temps et une génération après. Il n'y a pas des générations de Henri Konan Bédié, Didier Madi, Alphonse, mais qui continuent effectivement de peser sur l'actualité politique. Mais il faut qu'ils sachent partir. Le président de la République vient de donner une leçon. C'est comme un bon maître, un bon professeur, le donnerait à ses élèves. Il pense qu'il gagnerait mieux, à être de bons élèves du président de la République, de réciter la leçon et d'appliquer effectivement la leçon. Je parle effectivement des autres et vous suivrez mon regard. Le jeudi 5 mars dernier à Yamoussoukro, quels étaient vos sentiments quand vous avez fini d'écouter le président Ouattara? Fierté. Fier d'avoir cru très tôt en ce grand homme. Déjà étudiant, j'avais mis en place avec des amis, je voudrais même m'incliner la mémoire d'un ami et compagnon, Kodé Mouroulaye, assassiné à la cité d'Abobo. Donc avec lui, nous avions mis en place un cadre d'étudiants en soutien aux actions du président de la République. À cette époque déjà, malgré tout ce qui se racontait. Donc je disais que donc, les événements ont commencé à défiler. J'ai vu dans ce défilé sa mère,
sa mère, qui a été conduit à la police judiciaire, interrogé des heures et des heures. J'ai vu le président de la République qui échappait à un assassinat. J'ai vu la méchanceté des hommes, mais je me suis rappelé de sa phrase « J'aime mon pays, je vais servir mon pays. Je vais mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire la grande expérience que j'ai acquise à travers le monde, à travers les fonctions que j'ai occupées. » Cela a défilé dans ma tête. La fierté d'avoir accompli la mission. J'ai vu un président qui n'a pas de rancœur. J'ai vu plus qu'un homme, j'ai vu un surhomme. Le coup de l'opposition a donc marché, qu'ils ont mis la pression sur le président Ouattara. Oh, vous savez que le président Ouattara n'est pas une personne sur qui on peut mettre la pression. Non, du tout. Il a donné un cours magistral en 9 années durant. Comment gérer un pouvoir? Je vous disais tantôt que les autres gagneraient mieux, effectivement, à être ses disciples, à aller à son école, à apprendre de lui. Il a donné un cours magistral. Il a démontré qu'il n'est pas un homme de pouvoir. Il n'est pas un homme de pouvoir. Il est un homme d'État. Il a démontré que la fonction de président de la République n'est pas de l'amusement. Il a respecté lui-même l'institution qu'il incarnait et il a imposé le respect à ses concitoyens vis-à-vis de l'institution qu'il incarnait. Donc l'opposition ne peut pas soutenir avoir mis quelques pressions que ce soit sur le président de la République, encore et surtout que rien ne l'en obligeait. Encore et surtout que s'il avait été candidat, mais sa candidature ne pourrait être rejetée. Contrairement à d'autres personnes, avant même qu'il fasse acte de candidature officiellement, ils se mettent dans les attributions du président de la République. C'est-à-dire non seulement peut-être par méconnaissance, mais surtout par manque d'humilité. J'en ai vu qui disent s'adresser à la nation. En quelle qualité? De simples citoyens qui disent s'adresser à la nation. Et qui prennent même ce malin plaisir de se mettre le drapeau des attributs de l'État dans leur adresse. Ce n'est pas respectueux de l'institution. Je n'ai vu aucun opposant depuis Laurent Gbagbo, Afin Guessan et autres. Parce qu'il leur appartient de prendre des positions, donner leur position sur des faits qui intéressent la nation. C'est le rôle effectivement de tout parti d'opposition. Je n'ai jamais vu qui se permettent, ou bien qui s'arrogent le droit de défier la République. C'est un acte de rébellion pour moi qui n'est pas tolérable. Merci honorable Abdoulaye Ben Meïté. C'est la fin de cette interview. Je rappelle que vous êtes avocat, député de Kani à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.